Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Il est 17 h à Lyon et il est, si je ne me trompe, 11 h du matin à Montréal. Cette conférence va se dérouler en duplex avec des participants qui sont à Montréal que je vais vous présenter et que vous verrez à l'écran, et puis avec des participants que vous avez en face de vous et bien sûr qui sont à Lyon comme vous. Alors, depuis ce matin, nous sommes plongés dans l'atmosphère des 12e journées de l'économie, les GECO, comme on dit, qui sont un événement, un véritable festival du savoir, de l'échange, du débat sur l'économie et sur l'économie politique, et aussi sur des éléments plus professionnalisants, plus techniques aussi de la vie de l'économie. Alors ce matin, là, il y avait le prix Nobel Joseph Stiglitz, et une salle de 2000 places était vraiment pleine, ratapleine, comme on peut dire familièrement, en France en tout cas. Et ce soir, nous sommes un peu moins nombreux que 2000, il faut être franc, mais nous ne sommes pas encore prix Nobel, ça viendra peut-être, nous travaillons. Merci en tout cas à ceux qui nous ont rejoints. Alors, grâce au soutien de la région Rhône-Alpes, les Journées de l'économie 2019 organisent 2 tables rondes sur les enjeux actuels du monde francophone, sur les formations, les nouveaux métiers pour réussir la transition environnementale, numérique et sociétale. Et puis bien sûr, cette table ronde à laquelle vous participez, Montréal-Lyon, les villes face aux défis des compétences. Nous sommes rejoints dans le public notamment par des délégations étudiantes du Sénégal, de Suisse, de Tunisie et bien sûr de France qui ont été invités au GECO dans le but d'assister aux conférences et d'échanger entre étudiants francophones. Je tiens à le dire puisque comme nous allons beaucoup parler de jeunesse dans cette conférence, un certain nombre de jeunes membres d'associations de protection de l'environnement participent pour la première fois au GECO, poseront des questions, etc. Donc il y a un focus qui est placé sur la jeunesse cette année. Cette conférence, elle est co-organisée par les Journées de l'économie, bien sûr, mais aussi par les 32e entretiens Jacques Cartier, qui se déroulent en ce moment même à Montréal, d'où la présence de nos amis montréalais pendant le temps de cette conférence. Et puis nous sommes également soutenus par l'Agence universitaire de la francophonie, et qui vous propose donc ensemble cette conférence. Je dois dire qu'elle a été préparée, cette conférence, et depuis des années, ce duplex Montréal-Lyon est animé par notre ami Cyril Kretschmar, qui n'a pas pu le faire cette année. Alors il m'a dit ce matin qu'il nous regarderait sur le web, et j'ai une très grosse pensée pour lui, surtout s'il nous regarde en ce moment même. Et alors je remercie bien sûr le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de nous accueillir ici à Lyon, mais je voudrais aussi remercier le Fonds de recherche du Québec qui accueille nos invités qui se trouvent en ce moment à Montréal. Alors quel est le menu de cette conférence? Nous allons d'abord voir ce qu'est une métropole aujourd'hui et partant ce qui s'annonce pour demain. Donc notre but sera ensuite de cerner les besoins de ces métropoles en matière de compétences, de talents, comme on dit aussi, de ressources humaines et de nouveaux métiers. Nous allons donc faire le point sur ces métiers émergents face aux grands enjeux de la transformation des villes au XXIe siècle, à l'exemple de ce qui peut se passer à Montréal et à Lyon, peut-être ailleurs en fonction des témoignages que vous nous apporterez. Ce qui peut nous amener à parler de gouvernance urbaine, de participation des habitants, ce qui peut nous amener à parler de gestion de la mobilité, ce qui peut nous amener à parler des scénarios de développement urbain, de la sécurité, de l'éclairage, pourquoi pas, de tout ce qui fait la vie en société et la qualité de ville, comme on dit. Alors moi, en me documentant pour préparer cette table ronde, j'ai l'impression qu'il y a 3 mots-clés qui revenaient très fortement. Le mot environnement, avec la transition énergétique, transition environnementale. Le mot dialogue, avec le dialogue avec les habitants, la concertation. Et puis le terme numérique aussi, avec la révolution numérique dans laquelle nous sommes plongés. Et vous me direz bien sûr, mesdames et messieurs, si vous partagez ce sentiment. Alors, je vais présenter maintenant les intervenants. Est-ce que l'on peut faire un focus sur les Montréalais? Voilà, que vous voyez en haut à droite de l'écran. Alors,
Je vous présente, nous allons aller de gauche à droite sur l'écran, c'est le plus simple. David Saint-Laurent, qui est chef de division stratégie ressources humaines au sein de la direction des ressources humaines de la ville de Montréal. Bonjour. Bonjour David. À sa droite, M. Abderrahmane Rida, qui est vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et qui est en particulier directeur régional, alors régional entre guillemets, Amérique au pluriel, ce qui fait une grande région. Bonjour monsieur, merci de nous avoir rejoints. À votre droite, bonjour à tous. À votre droite, madame Josée Lapointe. Elle est directrice du service des ressources humaines de la ville de Montréal. Et puis, à sa bonjour droite, à tous. Bonjour madame. À sa droite, un Lyonnais, Pierre Rousset, qui est directeur de la prospective et du dialogue public, donc au Grand Lyon, et qui participe aux entretiens Jacques Cartier, d'où le fait qu'il soit à Montréal plutôt qu'à Lyon. Tout à fait. Bonjour. Merci. Alors, à Lyon, à ma gauche, donc à votre droite, quand vous nous regardez, Frédérique Bourgeois. Elle est directrice de Labo Cité, qui est un centre de ressources politiques de la ville pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et Audrey Delalloy, donc à votre gauche, qui est directrice de projet, qui est référent renouvellement urbain. Elle nous expliquera ce que c'est tout à l'heure, au sein de la CERL, qui est la Société d'équipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon. Alors, le mode opératoire. Je vais donner successivement la parole à chacun de nos invités. Chacun va se présenter, dire qui il est lui-même, quelle est la structure qu'il représente et nous dire brièvement comment lui, dans son milieu, il peut ressentir le besoin de définir les nouvelles compétences et dont les collectivités vont avoir besoin. Vous avez compris dans la diversité du panel que nous avons réuni que les points de vue seront certainement très différents, mais surtout très complémentaires. Nous entrerons ensuite dans le débat avec mes questions, mais aussi avec les vôtres. C'est là où je vous dois une petite explication technique. Pour poser vos questions, le mieux est de les adresser par SMS. Le numéro devrait s'afficher, mais je peux vous le dire, c'est un SMS non surtaxé. Le 07 67 84 64 67, je crois que c'est bien ça. Donc vous envoyez un SMS, moi j'ai cette petite tablette sur laquelle je recueille les questions, et ce qui me permet de poser. Cela étant, comme nous sommes dans une salle qui est équipée de micros individuels, je pourrais aussi vous inviter, vous relancer un peu, vous inviter à préciser votre question. On n'est pas obligé de ne passer que par la tablette. Et puis après ce jeu, cet échange avec vous, nous allons ensuite refaire un tour de table pour que chaque intervenant puisse proposer sa synthèse telle qu'il l'aura ressenti, des échanges qu'il aura eus avec les autres et aussi avec vous. Je pense que je vais commencer par Madame Josée Lapointe. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et puis aussi nous camper le décor de la ville de Montréal, des fonctions qui sont les vôtres et de ce que vous ressentez des besoins par rapport à l'intitulé de cette table ronde. Oui, avec plaisir. Je suis diplômée sciences politiques de l'Université McGill et de l'Université de Montréal. Ça fait près d'une trentaine d'années que je travaille pour la Ville de Montréal. J'ai occupé diverses fonctions au sein de l'appareil municipal au fil des ans. Gestionnaire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, directrice principale du service des ressources humaines de la Ville de Montréal. Je gère une équipe de 450 employés de tous les domaines fonctionnels des ressources humaines, que vous connaissez, de la rémunération globale aux relations de travail, à la santé, sécurité, mieux-être, le développement organisationnel, la formation, l'acquisition de talents, donc tous ces secteurs. La Ville de Montréal, c'est une structure, une gouvernance assez complexe quand on se compare aux autres municipalités du Québec. C'est une ville, 19 arrondissements, près de 23 services centraux aussi,
1,7 million d'habitants, un budget de 5 milliards de dollars. C'est 28 000 employés, la ville de Montréal. Et il y a sur l'île de Montréal aussi plusieurs autres municipalités. Donc, Montréal n'est pas une île, une ville. Et donc, il y a 4 instances décisionnelles qui gouvernent toute la région métropolitaine et la ville de Montréal. Donc, 19 conseils d'arrondissement avec chacun un maire. Qui agissent là sur plusieurs domaines, donc des services de proximité comme le déneigement, l'enlèvement des ordures, les parcs, les bibliothèques. Il y a un conseil municipal, donc avec des élus de chacun des arrondissements et de la mairesse, donc qui gère les services d'eau, d'environnement, le budget des grands parcs également. Et on a un conseil d'agglomération donc qui regroupe l'ensemble des municipalités de l'île et qui agissent essentiellement sur les services d'ordre public, donc de sécurité incendie, de services de police. Et un comité exécutif là, qui gère l'ensemble de ces activités. Donc, une gouvernance assez complexe. Moi, comme directrice de service des ressources humaines, je n'ai pas d'autorité directe sur les ressources humaines des arrondissements qui ont leur structure ressources humaines propre. Je n'ai qu'une influence fonctionnelle. Donc, ça peut complexifier parfois les prises de décision. Voilà, donc j'aurai peut-être sûrement l'occasion de vous parler davantage de nos défis en ressources humaines à la Ville de Montréal. Pour ce que vous connaissez de la culture française, avez-vous le sentiment que les compétences d'une collectivité comme la vôtre ou d'une collectivité comme le Grand Lyon, comme le Grand Lyon et la Ville de Lyon, rassemblées, sont comparables? En fait, ma compréhension, c'est que là où on se distingue, c'est que ici, c'est le plein emploi. Oui. C'est pas ma compréhension de votre situation économique. Ce qui fait que nous, on est en pleine guerre des talents. Puis c'est complètement nouveau. C'est nouveau, relativement nouveau pour nous. Historiquement, on s'est assis sur des régimes d'assurance retraite, d'assurance collective, des régimes sociaux robustes, intéressants, puis il suffisait de vanter les mérites de ces programmes-là pour attirer, retenir, fidéliser. Alors qu'aujourd'hui, la donne a complètement changé. Le plein emploi nous oblige à user de toutes sortes de stratégies. Et même, je pourrais peut-être en parler un peu plus, mais dans certains secteurs, alors qu'il y a quelques années, nos pénuries se trouvaient dans des secteurs assez nichés, comme l'ingénierie, comme les technologies de l'information. Je dirais qu'aujourd'hui, on vit des pénuries dans tous les domaines, à tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les secteurs de notre administration. Des pénuries, bon, on pourrait y revenir plus tard là, dans la discussion, je dirais, de main-d'œuvre, mais aussi des pénuries de main-d'œuvre qualifiée. Oui. Donc, ça nous oblige même à déployer toutes sortes de nouvelles stratégies, même nous recrutons, même maintenant en France, ça fait 2 fois que j'envoie des délégations de recruteurs chez vous dans des salons d'emploi. Alors, on y reviendra, c'est effectivement en plein au cœur du sujet. Moi, j'avais un chiffre en tête que j'ai lu récemment, c'est votre homologue de la ville et de la métropole de Nantes, qui est en même temps, en France, le président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines des territoires, qui disait en septembre 2018, donc la situation évidemment n'a pas changé, il disait en France, dans les 10 ans à venir, 30% des cadres employés dans les collectivités partiront à la retraite. Je suppose que là, la démographie n'est pas du tout la même chez vous, mais ça veut dire qu'en France, il y a aussi la guerre des talents. Oui, d'accord.
En fait, nous, selon les données qu'on actualise toujours dans les 5 prochaines années, c'est 25% de notre main-d'œuvre qui vont à la retraite. Ah oui. Donc, sur les 28 000 employés, c'est près de 5 à 8 000 employés qui quitteront, donc avec l'expérience, l'expertise, dans les 5 prochaines années. C'est ce qu'on appelle le mur démographique ou le choc démographique pour nous. On s'y prépare tant bien que mal, je dirais, mais quand même plusieurs stratégies nouvelles qu'il faut déployer pour anticiper ces départs massifs à la retraite. Donc, sur ce point, quelque part, Montréal et Lyon, même combat. Et j'aurais aimé me tourner vers David pour lui demander quelle est sa fonction précise, justement, au sein de la ville, quelle est sa mission. Oui, juste une petite précision, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu, mais mon nom, c'est bien Danny et non David. Mais en ce qui concerne mon rôle, en fait, moi, je suis un peu le bras droit de José, si on veut. C'est une grande équipe en ressources humaines à la ville. On parle de 450 personnes qui sont divisées dans 5 directions. Donc, mon rôle est d'accompagner José dans les stratégies qu'on va mettre en place, les stratégies qui vont toucher chacune de ces 5 spécialités-là. Donc, c'est d'essayer de développer en fait une vision d'ensemble sur les grandes stratégies RH qu'on va mettre. Donc, avec moi, il y a une équipe d'une dizaine de conseillers qui travaillent à développer des programmes qui vont toucher la main-d'œuvre, comme par exemple justement faire un examen de la main-d'œuvre, une analyse de nos besoins en main-d'œuvre présents et futurs, ou des programmes qui vont aller toucher l'ensemble des employés. Donc, c'est une fonction que j'occupe depuis peu de temps, depuis un mois environ. Puis avant ça, j'ai été chef de division acquisition de talents. Donc, je pourrais peut-être aussi intervenir dans ce domaine-là aussi. J'étais chargé d'engager, en fait, de l'embauche des cadres de la Ville de Montréal. Vous êtes donc vous êtes un des officiers de la guerre des talents, si je puis résumer ainsi. Exactement. Nous restons avec vous pour présenter maintenant Pierre Housset, qui est, je le rappelle, directeur de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon. Pierre, pouvez-vous vous présenter vous-même et dire comment on devient directeur de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon et qu'est-ce que c'est votre mission? Alors, bonjour, donc Pierre Housset, oui, l'exercice de la présentation est toujours un petit peu compliqué, du parcours encore plus, puisqu'il y a toujours une partie de hasard, de rencontres, de parcours. Donc si je vais rapidement, j'ai commencé dans la fonction publique territoriale, mais je ne suis pas fonctionnaire, je suis contractuel depuis le début. Et ça a commencé par des rencontres, donc j'ai commencé comme secrétaire général d'une petite commune au sud de Lyon, Solèze. Après, j'ai bossé 10 ans à Saint-Étienne, donc une ville à côté de Lyon, 60 km de Lyon, plutôt ville industrielle, un peu en déprise. Là-bas, j'ai commencé au cabinet du maire. Après, j'ai une mission sur les affaires culturelles. Et après, j'ai travaillé sur les stratégies de développement du territoire dans une période de besoin de reconquête démographique, de reconquête aussi en fonction supérieure par rapport à Lyon. Le phénomène de métropolisation, c'est des aspirateurs à talent sur des zones. Et donc, au sein de ces grandes zones urbaines, il y a aussi des zones un petit peu plus en souffrance. Et l'idée, c'était de raccrocher aussi Saint-Étienne à ces dynamiques-là. Et donc, finalement, par les rencontres, par le travail, je me suis retrouvé directeur de l'urbanisme prospectif et réglementaire à Saint-Étienne, alors que ce n'est pas du tout mes compétences de base, plutôt diplômé de sciences politiques et en sciences économiques. Et voilà, au fil des rencontres, je suis occupé de ça pendant 5 ans. Et ça fait maintenant 10 ans que j'ai rejoint la métropole de Lyon sur une direction qui est complètement spécifique et propre à la métropole de Lyon. Donc j'ai fait un projet de direction autour d'un noyau dur qui existe depuis 1997 sur la prospective, qui était une mission lancée par Raymond Barre en 1997. Et en fait, la mission prospective au départ, c'était penser le devenir du territoire sans se poser la question de la gestion. Donc le territoire, aujourd'hui c'est 59 communes qui font à peu près 1,4 million d'habitants. Donc c'est une intercommunalité. Et l'idée, c'était de réfléchir à l'évolution du territoire, à son devenir sur le long terme, par rapport à justement cette réalité. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore trop de métropolisation, plutôt au début des années 2000 que ce vocabulaire-là
s'est imposé, mais c'est de dire finalement, on a des compétences de gestionnaire, de voirie, de développement, c'est les maires qui décident, l'intercommunalité est un petit peu en retrait par rapport au débat politique qui était plutôt au niveau des municipalités, mais en fait la réalité de la conurbation lyonnaise, la réalité aussi de ces pratiques politiques a finalement nourri un sentiment d'appartenance et une logique d'agglomération qui s'est renforcée, et donc cette mission est devenue une direction qui a pensé les stratégies un petit peu de trajectoire, le développement durable, tous les sujets un petit peu nouveaux, la participation citoyenne. Et depuis 2010, donc moi j'ai pris la tête de cette direction et on l'a réappelé, donc ça avant c'était prospective stratégie d'agglomération. Aujourd'hui les dimensions environnementales sont plutôt prises en compte aussi dès la planification urbaine, alors avant que c'était plutôt séparé. Donc les métiers aussi de la planification urbaine ont évolué pour tenir compte non pas uniquement de l'occupation des sols, mais aussi de leur logique de développement durable. Et nous, on s'est intéressé finalement à comment est-ce qu'on peut comprendre les transformations extrêmement rapides de la société et comment cette compréhension, cette mise en débat également, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une compréhension scientifique, mais aussi partagée avec les acteurs. Donc, d'où la notion de dialogue public. Comment est-ce qu'on dialogue pour se faire des représentations communes de où on va, qu'est-ce qui est en train de se transformer et comment on peut se réapproprier cette compréhension des transformations dans la conduite des politiques. Donc le regard que je vais avoir sur votre table ronde va être moins sur une entrée alors même si j'ai pris des petites notes sur les métiers en tension au sein de la métropole, etc., mais c'est plutôt sur les questions de transformation de la société et donc de transformation de l'action publique, des modèles d'action publique et indirectement des compétences. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un cadre territorial? C'est quoi les mutations qu'on peut voir et du coup aussi les tensions que ça peut générer par rapport à des cultures professionnelles, ces transformations-là. Donc c'est plutôt là-dessus que je pourrais intervenir, parce que nous, on est vraiment sur cet outillage-là. Comment est-ce qu'on regarde les transformations de la société et donc les transformations de l'action publique et la conduite d'action des politiques publiques. Et nous intervenons à la demande des élus ou des services opérationnels pour les accompagner sur des réflexions stratégiques, mais également, on a tout un volet de travail en propre où on identifie les tensions qu'on veut explorer. Donc j'anime une équipe de 17 personnes, mais bon, on a beaucoup de stagiaires, de contrats de durée déterminée selon les missions. On a tout un ensemble de prestataires avec qui on travaille. Donc au final, mon périmètre est variable selon les chantiers, mais on adresse un grand champ de politique publique. Donc je peux avoir des regards assez surplombants sur pas mal de sujets, sans être un spécialiste pour autant, et on ne fait pas du tout de prospective des métiers ou de GPEC, par contre, enfin de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, mais on a un peu ce regard transversal. Donc par rapport à la situation de Montréal, c'est vrai que nous on a un paradoxe, alors déjà on est un peu plus petit, ça fait 9000 habitants, on a aussi évolué en 2015, j'ai oublié de le préciser, on a fusionné avec le département, donc avant on était une communauté urbaine, donc une intercommunalité qui gérait, j'ai envie de dire, les compétences industrielles d'aménagement, de développement urbain du territoire pour les mairies. On a une grosse réforme en 2015, on a intégré les compétences du département sur notre territoire urbain, donc toutes les compétences sociales, c'est quelque chose de complètement nouveau, donc ça aussi ça va impacter nos modes de faire, nos politiques publiques, et ça nous sollicite beaucoup sur ces dernières années d'accompagner aussi ces questions de politique sociale, et on aura nos premières élections suffrage universel direct en mars 2020. Donc c'est pour vous dire qu'on passe d'une assemblée aussi de maires qui désignaient des représentants, enfin des conseillers municipaux qui avaient des représentants à l'intercommunalité, à demain un scrutin autonome et une autonomie encore plus forte. C'est à peu près 9000 agents, nombre de métiers, je ne sais pas. On a beaucoup de satellites, donc si on fait tout l'environnement, donc les syndicats mixtes ou les organismes qui gèrent pour nous des services, ça fait quand même pas mal de monde. Donc voilà un petit peu pour le décor. Donc par rapport à cette question du plein emploi, c'est vrai qu'on a énormément de métiers en tension, mais j'ai envie de dire, sur ces problèmes de guerre de talent qu'on rencontre également, il y a plusieurs dimensions qui vont entrer en ligne de compte. On en parlera tout à l'heure. Je vais pardon de vous interrompre. On y reviendra dans les échanges. Comme je suis l'arbitre, je vais remettre la balle dans le camp lyonnais, bien que vous soyez lyonnais, mais dans le camp de ceux qui sont physiquement à Lyon. Je voudrais que Audrey Delalloy, qui est à ma droite, donc à votre gauche, puisse maintenant se présenter. Dites-nous ce qu'est la CERL, que tout le monde ne connaît pas forcément bien ici, et ce que vous y faites, et peut-être en deux mots, comment vous voyez, vous, se profiler les évolutions.
Bonjour à tous. La CERL est un des satellites dont Pierre vient de parler, un des satellites de la métropole, puisque la CERL est une entreprise publique locale qui a pour actionnaire majoritaire la métropole de Lyon. Donc on a une configuration un peu particulière dans le paysage des entreprises métropolitaines, puisque notre actionnariat est constitué à 60% d'actionnaires publics. On est ce qu'on appelle une société d'économie mixte. Cette société, la CERL, dans laquelle je travaille, a deux métiers principaux qui sont la construction d'équipements publics et d'équipements médico-sociaux, et puis l'aménagement urbain. Et dans l'aménagement urbain, on a ce qui relève de l'aménagement, j'allais dire classique, qui a pu pendant très longtemps être de l'aménagement en extension des villes existantes, et puis la volée qui est maintenant la ville refaite sur elle-même, et puis un autre volet de l'aménagement qui est le renouvellement urbain, qui concerne tous les sujets dont je m'occupe à la CERL, et qui concerne tous les quartiers qu'on dit sociaux dans le cadre de la rénovation urbaine, donc notamment ces projets qui sont financés par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et il y en a quelques-uns à Lyon, et j'ai la chance de piloter un des projets très ambitieux de la métropole, qui est le projet de la Duchère, dont les Lyonnais ont très certainement entendu parler. La CERL, c'est une entreprise de 70 salariés, donc on est une des grosses des entreprises publiques locales. Il y en a en France entière, il y en a qui font de l'aménagement, il y en a qui font des pompes funèbres, il y en a qui font de l'exploitation d'équipements culturels. Nous, on est concentrés sur ces deux métiers dont je vous parlais, construction-aménagement. On est une des grosses SEM nationales, puisqu'on est 70 salariés. On a environ 80 clients. Alors, nos clients sont des collectivités de manière préférentielle. On peut avoir quelques clients privés, mais nos clients, c'est principalement la métropole, la région pour ses équipements scolaires, les hôpitaux pour la reconstruction de ces hôpitaux ou ces EHPAD. Est-ce que tous vos clients sont en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, notre périmètre d'action est effectivement le périmètre métropolitain sur des sujets d'aménagement en ce qui concerne les équipements, notamment médico-sociaux ou universitaires. On peut avoir un périmètre un petit peu plus large et aller jusqu'à la région Auvergne. En tout, on a une centaine de projets vivants, donc de projets actifs, avec des projets qui sont à des vitesses un peu différentes, puisque les projets d'aménagement, c'est une dizaine d'années minimum pour engager une véritable transformation des quartiers, alors que la construction, on peut être sur des délais beaucoup plus courts et beaucoup plus ramassés de 2 à 3 années. Les métiers de la CERL, on parle ici donc on est typiquement un métier très opérationnel de transformation de la ville. On intervient à un moment très particulier de cette transformation de la ville, puisqu'on est sur le volet travaux, que ce soit en aménagement ou en construction. Et on a vu effectivement, ça fait une dizaine d'années que je suis à la CERL, et on a pu voir de grandes évolutions de ce métier sur les 10 dernières années, et notamment en écho à toutes les politiques publiques portées par la métropole de Lyon, en matière de rénovation urbaine, en matière d'équipement, en matière de développement économique, où on est vraiment cet agent opérationnel de la métropole pour la mise en œuvre de ces projets. Merci beaucoup. Et à ma droite, Frédéric Bourgeois, qui dirige donc Labocité. Frédéric, qu'est-ce que c'est Labocité? Alors c'est un peu le petit pousset. Alors je vous prie d'excuser ma voix qui est un peu cassée, mais on va faire avec. Donc effectivement, Labocité, c'est un centre de ressources dédié aux acteurs de la politique de la ville et qui intervient au niveau de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est quoi un centre de ressources? C'est un lieu où on va avoir de l'information, diffuser de l'information, la digérer, et puis c'est un lieu de mise en réseau de tous les acteurs qui travaillent dans les quartiers qu'on dit prioritaires de la politique de la ville. Donc ces quartiers dits en difficulté. Et du coup, notre public, entre guillemets, ce sont à la fois pour à peu près 60% des agents des collectivités locales et puis 30% des représentants du milieu associatif. Et ensuite, on a des agents de l'État, des bailleurs, et puis, et j'y reviendrai tout à l'heure, de plus en plus aussi des habitants. Et du coup, quelques mots quand même sur la politique de la ville qui ne désigne pas la politique urbaine au sens général, mais qui est vraiment la politique qui agit en faveur des quartiers en difficulté. C'est une politique publique donc, qui est décidée au niveau national, mais qui est mise en œuvre concrètement par les collectivités locales au niveau du terrain. Donc c'est un peu particulier. Dans un cadre contractuel et qui sur des territoires particuliers, d'accord ? Et elle concerne aujourd'hui un peu plus de 5 millions d'habitants en France.
soit 8,2% de la population française. Alors, je vais peut-être un peu voilà, vous choquer, mais je trouve que c'est une politique qui est malmenée, qui est toujours questionnée sur son... mal menée. Qui est toujours questionnée sur son efficacité. Et on remet régulièrement en cause sa pérennité. Et du coup, pour moi, c'est un peu difficile dans ces conditions d'imaginer pour les agents qui travaillent dans les collectivités de se projeter et puis d'imaginer ce dont ils auraient besoin pour demain, parce qu'on ne sait pas si demain, il y aura encore la politique de la ville. Voilà ce que je souhaitais dire en guise d'introduction. Merci. Nous retraversons l'Atlantique. Parole à M. Abderrahmane Rida. Vous êtes donc vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Même si je pense qu'un certain nombre d'entre nous ici savent ce que c'est que l'AUF, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous remercierai succinctement de rappeler le rôle de cette agence. Et puis, je voudrais vous poser d'emblée une question, c'est que on dit souvent penser global, agir local. Quelle vision une agence qui couvre un territoire géographique aussi vaste que la vôtre a-t-elle de la territorialité et des collectivités locales? Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Pour ce qui est de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une association qui est née à Montréal en 1961 et qui s'appelait l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française. Et c'est avec l'avènement de la francophonie politique qu'elle a changé de nom et elle est devenue Agence universitaire de la francophonie. Elle a cette double identité d'être une association d'universités qui ont en partage la langue française, mais aussi d'être opérateur de la francophonie pour ce qui est de l'enseignement supérieur et la recherche, au même titre que l'AIMF, par exemple. Comment on est structuré? Il y a d'abord un conseil d'administration où il y a des représentants élus des universités membres. Nous sommes actuellement 944 universités par le monde et sur les 5 continents, et des représentants des États bailleurs de fonds aussi. Et pour ce qui est de l'exécutif, il y a des services centraux ici à Montréal et d'autres à Paris. Et très tôt, on a pensé décentralisation, délocalisation, et nous sommes dans 10 régions, les régions de l'AUF, à savoir, nous avons une région Amérique, que je dirige en même temps, une région Afrique de l'Ouest, une région Afrique centrale et des Grands Lacs, une région Océan Indien, une région Maghreb, une région Europe occidentale, une autre Europe centrale et orientale, Moyen-Orient, et puis une région Caraïbes, que je ne dois pas oublier, et la région Asie-Pacifique. Nous sommes présents à travers des implantations de proximité dans 60 pays, à travers ce qu'on appelle soit des antennes, soit des campus numériques francophones. Et l'objectif, c'est de faire travailler les universités entre elles et en langue française. Des universités comme McGill, comme l'Université de Montréal, n'est-ce pas, sont membres de l'AUF, les universités de Lyon, ou maintenant c'est l'Université de Lyon, sont tous membres. Ce qui nous intéresse dans cette thématique, c'est que les universités sont souvent des territoires au sein des villes. Ce sont des villes dans les villes, avec leur population particulière, que sont les étudiants, avec leurs exigences particulières, à savoir un transport, une mobilité, une restauration, des services médicaux, etc. Et puis une activité d'offre d'emploi
aux enseignants, aux administratifs. Mais le plus important, à mon avis, c'est qu'elle doit préparer les cadres dont on a besoin. Et dans des villes comme Montréal, on a besoin de quoi? On a besoin de tout et de quelque chose de particulier. Si on va à Dakar, on a besoin aussi de tout. Je ne dirais pas, sauf des docteurs en philosophie ou en physique nucléaire, mais surtout de professionnels au niveau du technicien et au niveau de l'ingénieur. Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne voulais pas m'étaler. De mon point de vue, oui, vous avez parfaitement répondu. J'ai remarqué aussi qu'en octobre dernier, donc c'est très récent, lors d'un colloque, de votre colloque annuel qui se tenait cette année à Dakar, vous avez produit un rapport, des recommandations, sous le titre suivant « Le rôle des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche de l'espace francophone dans la promotion de la ville durable et l'évolution des mobilités urbaines ». Donc je repose ma question, mais vous y avez répondu quand vous avez dit les universités et des villes dans la ville. Pour vous, comment appréhendez-vous l'échelon de la collectivité dans un espace aussi vaste que le monde francophone? Est-ce que c'est un espace c'est un lieu de vie pertinent, quoi? C'est quelque chose comme ça. Mais pouvez-vous nous expliquer ce qu'il y a quelles sont les recommandations que vous formulez? D'accord. Alors, les recommandations qui ont été formulées lors de ce colloque, qui est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, comme chaque année, sur une question d'intérêt global, mais pas traitée seulement par des académiques. Par exemple, en 2018, on a parlé du rôle des universités dans l'élaboration des politiques de santé publique. Alors cette année, c'est les universités et les collectivités, quelle stratégie pour une ville durable et une mobilité intelligente. Le concept, c'est que des universitaires et des gestionnaires de collectivités locales, des maires d'arrondissement, des maires de ville, des élus locaux, se rencontrent pour traiter de cette thématique de la ville durable. On a eu beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est qu'une ville durable? Qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? Est-ce qu'on peut les définir? Et là, il y a eu les points de vue des universitaires, les points de vue des élus, mais tout le monde était d'accord sur le fait que, en tout cas, pour ce qui est des pays du Sud, c'est-à-dire qui sont en voie de développement, il est un dialogue entre les universitaires et les élus pour une meilleure gestion des territoires était nécessaire à travers la recherche scientifique pour proposer des réponses à des questions d'intérêt global, mais aussi de formation initiale pour répondre aux besoins des collectivités en matière de ressources humaines qualifiées, que ce soit dans la gestion de la mobilité, que ce soit en architecture, que ce soit dans le traitement des déchets, etc. Donc, la déclaration finale, si on devrait la résumer en 2 mots, c'est partenariat, université, collectivité locale et dialogue permanent entre les 2 organisations. Merci. Alors, à ce point de notre échange, je vais élargir le débat en posant un certain nombre de questions, mais la mauvaise nouvelle dont je vais vous faire part, c'est que je n'ai pas encore reçu de questions venant de vous, cher public. Et alors je voulais vous aider un peu. Est-ce que parmi vous, je m'adresse plutôt vers les plus jeunes d'entre vous, est-ce que, tout simplement, est-ce que quelqu'un veut bien témoigner sur
quelqu'un qui est en début de carrière, voire un étudiant, sur la manière dont il peut éprouver de l'attrait pour un travail d'intérêt général au service d'une collectivité. Je serais tout à fait heureux dans les minutes qui viennent si je pouvais recevoir des témoignages ou des questions sur ce sujet, mais surtout les sujets aussi. Alors, je voudrais qu'on détaille un peu plus maintenant l'évolution des recrutements tels qu'ils vont... Enfin, des compétences dont vous allez avoir besoin dans les années qui viennent. Finalement, je me tourne surtout vers José et vers Dany. Comment envisagez-vous actuellement l'évolution de vos recrutements Est-ce qu'il est pertinent, par exemple, de poser des termes comme environnement, communication numérique, mobilité, sécurité, propreté, culture, c'est-à-dire par mission? Est-ce que c'est comme ça que vous raisonnez et que c'est dans chacune de ces missions que vous détectez des besoins, des cycles de formation qui correspondent, des viviers de talents parmi lesquels vous allez chercher à recruter, ou est-ce que les choses sont plus transversales? Assurément, il y a de nouvelles priorités qui nous viennent de notre administration. Vous avez nommé environnement, développement durable. Ici, on parle de plus en plus de transition écologique. Oui. Et donc, ça, certainement, ça devient une priorité très forte pour notre administration. Et assurément, on est au début de comprendre comment notre rôle comme municipalité, les actions qu'on peut prendre au niveau municipal et le type de compétences à aller chercher dans ce secteur-là. Mais assurément, 2020 va nous amener à réfléchir sur les actions à prendre comme employeur. En ressources humaines, à titre d'exemple, il faudra repenser toutes nos politiques de déplacement de notre personnel, toute la façon même de concevoir les immeubles, l'entretien des immeubles. Bon, bref, tout ce qui va concourir à diminuer notre empreinte écologique comme municipalité. Je dirais, on est un peu au balbutiement comme municipalité dans ce secteur-là. Puis en recrutement, on n'a pas encore vraiment posé d'action concrète. On vient de se doter d'un directeur de transition écologique qui est à bâtir un plan climat pour les 30 prochaines années. Notre mairesse Valérie Plante a pris des engagements très forts à l'ONU dernièrement, puis à Copenhague, pour la municipalité, mais je vous dis, c'est une priorité 2020 qui sera forte assurément et qui, du même coup, devrait aussi servir des enjeux de mobilité importants qu'on a sur le territoire de la Ville de Montréal. Si vous êtes venu dernièrement à Montréal, vous avez vu qu'on est en perpétuel chantier. Je vois les collègues ici sourire. C'est bon, le fruit d'un désinvestissement pendant plusieurs années de l'entretien de nos infrastructures. Et aujourd'hui, on en paie un peu le prix, comme bien d'autres municipalités nord-américaines. Mais ça, assurément pour nous, des ingénieurs de projet, c'est une denrée rare pour nous. Puis effectivement, pour ça, on cherche des compétences. Presque 50% de notre recrutement en ingénierie municipale et dans le domaine de ce qu'on appelle les travaux publics provient de l'étranger. Donc, c'est quand même très sous tension, ce secteur-là. Ville numérique, ville intelligente, bon, ville connectée, il y a eu des efforts faits dans les dernières années, je dirais tout le Montréal souterrain, le métro, les bibliothèques, les lieux publics sont connectés, mais il y a un peu comme en infrastructure, un désinvestissement aussi qui a été, ou en fait un non-investissement pendant plusieurs années pour transformer la ville, la fonction publique municipale pour qu'elle soit performante pour ses citoyens. Ça, il y a du rattrapage à faire. Je dirais qu'on accuse un retard important au niveau technologique. Nos systèmes
qui soutiennent les décisions au niveau municipal, que ce soit en ressources humaines, en finances, en approvisionnement, en gestion de projets, sont, je dirais, archaïques encore, malheureusement. Donc, très forte tension chez nous, tout ce qui touche les métiers de l'information, des technologies de l'information. Et un phénomène là qui nous rattrape, c'est qu'on a des systèmes dits patrimoniaux qui vont continuer d'entretenir tant qu'on n'aura pas fait l'acquisition de nouvelles technologies. Mais ça, de plus en plus, nos universités ne produisent plus de finissants pour nous aider, alors qu'ils quittent tous à la retraite. Qui quittent à la retraite, on multiplie les stratégies pour les retenir en emploi, mais c'est vraiment sous tension, ça. D'où un dialogue université-ville qui est important, ne serait-ce que pour passer des commandes d'ouverture de nouvelles filières. Oui, tout à fait. On le fait dans certains secteurs des métiers municipaux, clairement municipaux, pour lesquels on est à peu près les seuls à recruter. Je pense notamment à l'inspection de la réglementation. C'est un métier qui se retrouve pas. J'ai pas compris, pardon, vous avez dit de quel service? Inspection. Par exemple, tout ce qui concerne la mobilité, l'entretien des bâtiments, on a des inspecteurs sur le terrain qui vérifient la conformité de la réglementation municipale. Et par exemple, ne serait-ce que des inspecteurs qui vont poser des infractions à ceux qui ne respectent pas, par exemple, ou aux entrepreneurs aussi qui ne respectent pas le fait de bloquer des voies de circulation aux heures de pointe, à titre d'exemple. Est-ce que vous citeriez... Pardon de vous interrompre, est-ce que vous citeriez cela comme des exemples de nouveaux métiers? Parce que ça me paraît être des métiers très, j'allais dire, aussi anciens que l'organisation de la ville, n'est-ce pas? Non, ce que je vous dis, c'est que ce ne sont pas des nouveaux métiers. C'est des métiers municipaux qui sont historiques, mais pour lesquels l'expérience est importante. Puis c'est un peu ça que je souhaitais amener comme point, c'est que il y a un moment où on a compris que le plein emploi à lui seul, les départs à la retraite à eux seuls n'expliquent pas nos difficultés de recrutement. Oui. Il y a comme une inadéquation, si je peux dire, entre les besoins de nos gestionnaires qui recherchent de l'expérience. Leur idéal, tout le temps, là, pour moi qui suis en ressources humaines, puis longtemps en acquisition de talent, nos gestionnaires recherchent des gens qui ont un minimum d'expérience pertinente, 5 à 10 ans. Et là, les départs à la retraite, la relève qui a été peut-être mal préparée, et tous ces jeunes qui sortent des universités, qui ont plein de beaux potentiels, mais qui n'ont pas d'expérience, c'est ce qui crée un petit peu ce choc-là dans l'organisation. Et on va être obligé de faire avec et nous-mêmes de mieux intégrer les nouveaux candidats qu'on recrute, de mieux les accompagner dans les premiers mois en emploi, de les former aux métiers municipaux pour lesquels on a des besoins. Donc, on se transforme un petit peu comme employeur. C'est plus il faut aussi former mieux, accompagner mieux en intégration les candidats. Alors, moi, j'ajouterais aussi, on a un défi ici. Je ne sais pas si vous avez le même en France, mais ici, il y a comme une perception chez les candidats que de travailler pour une ville, pour une communauté, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus sexy, je dirais. Souvent, les gens penseront même pas à la ville de Montréal comme employeur, même si la ville de Montréal, c'est le plus gros employeur de la région métropolitaine. Si on demande aux gens dans la rue, donnez-moi les 5 plus gros employeurs, jamais la ville de Montréal va ressortir. Vous voulez dire ce qu'on appelle, alors, nous en France, on dit ça comme ça, la marque employeur,
Est-ce que la ville est attractive, comme peut l'être une entreprise de nouvelles technologies ou de je ne sais quel produit attrayant, dont on peut supposer qu'elle propose déjà une image de soi valorisante et surtout des salaires, des émoluments qui seront plus intéressants dans le privé que dans le public? Ce que vont se dire beaucoup de gens. En France, j'ai l'impression que ceux qui vont vers les collectivités, vers les villes, ont en revanche un souci d'avoir un travail souvent qui ait du sens. C'est-à-dire intellectuellement intéressant et surtout au service de l'intérêt général. C'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Je sais pas, oui, je vous laisse réagir. Je dirais, oui, absolument, il y a un peu de ça, des gens qui sont dédiés à bien servir le public, les citoyens, mais une perception que le processus décisionnel n'est pas aussi agile que dans l'entreprise privée. Ils n'ont pas tort. Je vous ai expliqué un petit peu en entrée de jeu notre gouvernance qui est complexe avec tous ces paliers décisionnels. Ça vient complexifier. Les jeunes se retrouvent moins dans ces processus laborieux de prise de décision et recherche de l'agilité. Puis aussi, dans nos pratiques ressources humaines, on est plus lent à réagir, on est plus traditionnel, plus traditionnel dans nos pratiques. Le télétravail est encore un luxe. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, la flexibilité qui est recherchée pour la conciliation, travail, vie personnelle, on est moins, disons, agile. Je sais pas comment. Alors, merci. Je vais vous dire, il y a deux questions qui me sont parvenues. La deuxième, je vais la laisser de côté pour le moment, mais on y reviendra. La première, comment les villes prennent-elles en compte les compétences liées aux technologies numériques et à la gestion de la data au service du développement du territoire? Donc ça, c'est une question d'une personne dans le public. Moi, j'allais effectivement vous demander, est-ce que la ville crée la ville, notamment la ville intelligente, je veux dire la smart city, excusez-moi, la ville intelligente, comment crée-t-elle des postes très qualifiés, mais peut-être en supprimant aussi des postes peu qualifiés, d'où le défi de la formation. Mais on va reprendre la question telle qu'elle est posée là. Comment les villes prennent en compte les compétences liées aux technologies numériques et à la gestion de la data au service du développement, je ne sais pas. Peut-être que Pierre Housset pourrait répondre à cette question, ou Daniel. Oui, oui, rapidement, c'est vrai que au niveau de la métropole de Lyon, en tout cas, c'est un enjeu qui est très porté à la fois politiquement et par l'administration. Typiquement, tous les métiers de l'informatique, technologie de l'information, on a ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire un phénomène de concurrence. Déjà, la main-d'œuvre est globalement rare sur le marché. Donc, de toute façon, quelqu'un qui est bon dans ces technologies-là, ils sont hyper demandés. Nous, on ne peut pas nous s'aligner en termes de salaire. On a des grilles de fonction publique, hein, donc on a un régime de fonctionnaire qui est un peu plus compliqué peut-être que chez vous. Donc, on est assez plafonné. C'est quelque chose qui est hyper concurrentiel. Donc, effectivement, il faut essayer d'attirer des personnes qui vont choisir effectivement plutôt, comme vous disiez, un métier qui a un sens pour eux, plutôt que d'ouvrir un actionnaire. C'est plus valorisant encore en France de servir l'intérêt général. Donc, effectivement, on a quand même des gens qui vont être intéressés, mais c'est compliqué. On a ouvert sur la question des data, le Grand Lyon était la première collectivité à ouvrir un poste de Data Chief Officer, donc pour gérer les jeux de données ouvertes, de les consolider, les piloter, nourrir les partenariats, gérer les licences, etc. Donc effectivement, il y a une opportunité de travail sur l'exploitation de la donnée, parce que ça veut dire, l'exploitation de la donnée, ça veut dire la contrôler, la sécuriser, la fiabiliser, gérer les conventions d'utilisation. Nous, on a un système de licence qui, selon l'usage qui est fait de la donnée, selon sa porosité ou aussi la sécuriser pour ne pas retomber sur les données individuelles. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement, de construction, de pérennisation et de construction aussi, de co-construction de son utilisation par des opérateurs. Par exemple, des échanges de données entre Waze, qui a ses propres capteurs, mais qui est intéressé pour avoir nos données de circulation aussi. Et même si Waze est un concurrent de nos politiques publiques ou amener des effets pervers en termes de circulation, c'est plus intéressant pour nous d'avoir un partenariat avec Waze et qu'il ait accès à des données publiques qui sont ouvertes par ailleurs et que nous, on récupère aussi des informations de leur part, plutôt que d'être dans une logique frontale de chacun pour soi. De toute façon, Waze n'a pas besoin de nous. Donc, autant faire un partenariat avec eux s'il y a des intérêts partagés, même si on n'a pas forcément les mêmes finalités. Donc, la question de la gestion de la donnée, elle est à la fois technique, mais elle est aussi politique.
Et j'en viens à des points, un peu des éléments que je voulais mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté pour faire la ville, faire les politiques publiques, c'est qu'il faut à la fois des compétences d'expertise, d'ingénierie très poussées, on évoquait des architectes, on évoquait des questions d'ingénieurs infrastructure, mais aussi une capacité à gérer politiquement ces compétences-là, c'est-à-dire le gérer dans un environnement qui est l'environnement de la cité, avec effectivement des élus, différentes strates hiérarchiques, donc une complexité de prise de décision, des complexités politiques, etc., mais aussi des logiques d'interaction avec des acteurs qui font la ville, et qui font la ville à côté, en parallèle ou en concurrence ou avec la collectivité. Je ne peux pas penser, aujourd'hui, nous on a une compétence énergie qui nous est revenue dans le cadre de la réforme, et aujourd'hui penser une politique de transition énergétique, on a besoin d'énergéticiens, on a des gens besoin de techniciens de réseaux de chaleur, etc., des gens extrêmement pointus qui peuvent à la fois comprendre des enjeux de distribution, sachant que jusque-là ça avait été le monopole exclusif des opérateurs nationaux, donc GDF, EDF au départ, et puis aujourd'hui, il faut contractualiser avec des opérateurs d'énergie, gérer des données, gérer des infrastructures de réseau, c'est gérer des locations de fourreaux. Donc tout cet environnement de qui apporte des solutions, comment je gère ça, comment je le co-construis, nécessite à la fois de l'expertise extrêmement technique, mais là où la sphère publique était très descendante, j'ai mon expertise technique, je décide, là aujourd'hui je dois la partager avec d'autres, et je dois composer avec des logiques de tractation à plein d'étages. Et c'est ces compétences-là aujourd'hui, c'est-à-dire il y a le mélange de compétences techniques très fortes, mais de compétences politiques au sens large du terme, de faire avec les autres la ville. Et c'est sur cette articulation-là. Et sur ces articulations-là, à tous les niveaux, le numérique ouvre des opportunités de travail. Parce que travailler avec le numérique, c'est pas uniquement de gérer de la donnée, c'est travailler avec des designers d'applications, c'est travailler avec des opérateurs de solutions de mobilité ou autres qui peuvent nous intéresser, de développer avec eux. Et d'où l'ouverture aussi à des compétences sur le design thinking, les approches par les usages, etc. Donc, il ne faut pas voir le côté de la gestion de la data uniquement sur des compétences techniques d'informaticiens, ingénieur réseau, il faut aussi voir toutes les compétences en termes de construction de politique publique, au sens large du terme, avec un environnement hyper complexe et avec des nouveaux entrants qu'on ne voit pas arriver et qui tout d'un coup surgissent. Dernière date en date, c'est depuis un an les trottinettes qui font... Et aujourd'hui, on apprend à travailler avec les opérateurs trottinettes pour travailler sur nos politiques de mobilité. Et la data, c'est aussi ça. Oui, je peux être très long, donc je vais m'arrêter là. Non, mais je pense que c'est intéressant parce que je pensais aux trottinettes, mais vous avez cité Waze. Pour ceux parmi nous qui ne sauraient pas ce que c'est une application qui vous aide à circuler quand il y a des embouteillages. Mais j'avais entendu dans une conférence un urbaniste dire, mais en parlant de la ville, mais Waze, c'est atroce parce qu'ils dérivent le trafic vers des toutes petites rues qui ne sont pas du tout faites pour supporter ça. Et justement, en quelque sorte, vous, collectivité, vous pouvez aider pardon pour la francophonie, ces start-up à faire un meilleur travail que ce qu'elles font, même si elles sont pleines de bonnes intentions, parce que Waze, effectivement, tout le monde l'utilise. Mais je pense que là, vous pouvez avoir un rôle, justement, de ramener la vision générale, la vision collective, l'intérêt général. C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. C'est comment la construction des politiques publiques, aujourd'hui, elle est challengée par des opérateurs qui vont sur des sphères qui étaient jusque-là, j'ai presque envie de dire, régaliennes. Et comment on travaille avec eux. Alors dans le cas de Waze, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint vos préoccupations. C'est que la meilleure arme pour contrer des itinéraires bis de Waze qui vous envoient des gens dans des impasses de lotissement, je sais, je l'ai fait, hein, et ben c'est d'avoir justement le cantonnier qui sait faire un dodan aux normes quelque part. Enfin, je veux dire, l'entretien de la voirie, la gestion du parc et l'opérationnalité physique derrière. Donc, effectivement, votre numérique vous amène aussi à repenser votre espace. Donc, la réponse à des solutions numériques, parfois, c'est des solutions de gestion technique, de réaménagement et de penser un peu différemment les choses. Donc, tout ça, c'est des équipes qui sont complètement nouveaux. Et là où j'avais un ingénieur voirie qui disait, voilà, c'est comme ça l'infrastructure, j'ai mes normes, je respecte. Là, aujourd'hui, on doit composer avec des pratiques, des usages et des données et voir aussi des infrastructures numériques à implanter, des capteurs, etc. Et ça, c'est des compétences nouvelles. Même chose chez nous, je dirais qu'en interne, il y a des applications qui ont été développées et donc on s'est doté de cette expertise pour... dans une question de mieux servir nos citoyens, je pense par exemple à une application qui a été développée pour avoir en temps réel les parcours de déneigement.
à Montréal. C'est important chez nous. Donc, le citoyen saura à quel moment sa rue, sa voie sera déneigée, à quel moment il devra déplacer sa voiture, bon, etc. Il y a d'autres applications, je pense par exemple pour se faire en ligne des transactions, obtenir un permis pour les chiens, pour un permis de rénovation. Donc, on multiplie notre offre de services en ligne. Donc, ça nous a obligés à se doter aussi de compétences en interne, pas simplement faire des alliances avec des startups, là, comme vous mentionnez. Et donc là, on est à la fois dans le domaine des compétences requises par les collectivités, mais aussi des services que vous rendez aux habitants, aux citoyens. Et je voudrais donner la parole à Frédéric Bourgeois qui me soufflait à l'instant, qui nous disait oui, mais et la fracture numérique dans tout ça? Frédéric. Oui, effectivement, je voulais apporter un petit bémol, c'est-à-dire que dans le cas de la Smart City, il ne faut pas oublier la question des populations qui sont un peu éloignées et encore éloignées du numérique. Alors pas tant dans la question de l'accès, parce qu'y compris parmi les familles populaires, tout le monde a un smartphone, ça c'est pas la question de l'accès, c'est la question de l'usage. Et effectivement, j'ai pas de jugement sur le fait voilà, qu'on numérise tout, mais il y a un petit côté paradoxal à supprimer des services publics, notamment dans les quartiers ou dans les zones rurales, à dématérialiser les démarches administratives. Et puis d'un autre côté, on crée des postes pour que les publics en difficulté aient accès à ces mêmes services. C'est ce qu'on appelle en France des postes de médiation sociale. Actuellement, le Commissariat général à l'égalité des territoires cofinance en France, dans les quartiers, 12 000 postes d'agents de médiation sociale, dont la fonction est justement de faire le lien entre les administrations, les institutions et les habitants. Alors, pas que sur la question de la dématérialisation des services publics, mais c'est quand même une de leurs missions principales. Voilà, je voulais juste apporter cette enfin, moi, ça m'interroge, quoi. Ça me pose question. Voilà, et que dans cette perspective de la Smart City, n'oublions pas les populations pauvres qui sont un peu éloignées de tout ça. Des réactions? Oui, j'aimerais réagir pour aller un peu plus globalement. Si on parle des universités en ville, dans la ville, je veux bien, ici, du côté de Côte-des-Neiges, de l'Université de Montréal, avec toutes ses infrastructures, sa station métro, la connexion Wi-Fi partout. Mais si on va à Cheikh Anta Diop, à Dakar, nous avons 100 000 personnes qui habitent un territoire où il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de poste de police. C'est une ville avec des habitants sans infrastructures. Et ce sont ces réalités-là qui font qu'il y a des fractures aussi dans des villes qui ont déjà leurs problèmes, mais à l'intérieur d'elles-mêmes, il y a d'autres villes particulières qui n'ont pas les infrastructures de base nécessaires. Donc, il y a du travail à faire entre les communautés, comme la mairesse de Dakar, qui est une dame formidable, elle fait un excellent travail avec le recteur de l'université, mais c'est du chemin. Et là, s'il y a des solutions qui ont été développées par de grandes agglomérations, ils seraient preneurs dans le cadre d'une coopération internationale. Je prends cet exemple, il y en a bien d'autres. Merci. Moi, je me souviens effectivement d'un élu qui disait un jour dans une conférence, une de mes grandes fiertés d'élu, c'est d'avoir contribué à faire construire un métro
qui relie directement les quartiers les plus populaires à l'université. C'était frappant, je trouve, ce témoignage. Mais je voudrais rebondir sur cette question de la fracture, de l'isolement de certaines populations, ou de ce qu'on appelle, nous en France, les cités, et peut-être me tourner vers Audrey et vers Frédéric sur en France, la réforme de la politique de la ville en 2014, elle impose la co-construction avec les habitants, donc ce qui veut dire du dialogue, de la concertation, ce qui veut dire des changements dans les postures professionnelles. Il n'y a plus des experts ou des techniciens qui savent et qui imposent, il y a des négociateurs, il y a des médiateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler et dire quel besoin cela fait émerger du point de vue des professions futures, des débouchés? Mesdames. Alors effectivement, la participation des habitants en France depuis les débuts de la politique de la ville, donc ça fait 40 ans, c'est lié à cette politique publique. Mais ça a toujours posé un problème, pour le dire très clairement, et pour reprendre une phrase que j'ai souvent entendue, la participation des habitants, c'est une sacrée épine dans le pied. Et effectivement, la nouvelle loi de programmation pour la ville, qui date de 2014, a inscrit pour la première fois, et dans son article 1, le principe de co-construction de la politique de la ville avec les habitants. Et dans son article 7, a créé ce qu'on appelle les conseils citoyens, un conseil citoyen pour chaque quartier prioritaire, qui sont composés à la fois d'habitants et de représentants de structures qui interviennent sur les quartiers. Et ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de la ville. Ce sont des espaces d'échange, d'analyse, de débat, et puis ils jouent aussi le rôle de porte-voix des habitants des quartiers. Et puis ils peuvent aussi être à l'initiative de quelques actions. Alors l'obligation de créer, parce que c'est une obligation dans la loi, donc de créer ces conseils citoyens, elle s'est traduite par des pratiques assez différentes selon les territoires. Elle a pu encourager les élus et les techniciens à faire évoluer leurs pratiques, non sans difficulté. La principale étant la réticence à lâcher un peu de pouvoir, hein, ou tout le moins à partager le pouvoir. Et au départ, par exemple, certaines collectivités, elles refusaient que le conseil citoyen siège dans les différentes réunions techniques. Elles ne mettaient pas les outils ou les documents à disposition, ou encore les formats des réunions n'étaient absolument pas adaptés pour la prise de parole des habitants. Et en fait, pour les professionnels comme pour les élus, cette nouvelle logique de coproduction, elle peut déstabiliser, on peut le comprendre, et ça nécessite une posture différente. Souvent on dit que ça nécessite de changer de lunettes, et puis d'accepter surtout de lâcher prise. Et puis, donc, à mon avis, et c'est de là où je parle, la formation peut être un élément structurant, et il nous paraît important de pouvoir expérimenter des co-formations impliquant à la fois des représentants institutionnels et des habitants, car ça permet d'une part de dédramatiser, ça permet aussi de démystifier les rôles puis les attentes de chacun, et puis ça donne aussi envie d'agir ensemble quand on se connaît mieux. Et puis, du coup, c'est, à mon avis, l'une des conditions pour transformer les pratiques, et puis aussi accompagner les actions collectives des habitants. Merci. Audrey. C'était important que Frédéric rappelle les bases de cette mobilisation des habitants dans les quartiers politiques de la ville, parce qu'elle est fondamentale aussi pour nos métiers d'aménageurs, mais aussi de constructeurs. Dans nos métiers, on a évidemment en tête d'intégrer les usages, mais on va, me semble-t-il, de plus en plus loin. Si on prend l'exemple de la construction d'équipements, par exemple, on va très souvent à l'usager final pour pouvoir recueillir des besoins. Donc je pense à des écoles où, quand on est en phase de programmation de ces équipements scolaires, on n'hésite pas maintenant à aller voir les parents d'élèves, voir les élèves eux-mêmes pour pouvoir programmer des équipements scolaires, identifier les enjeux, leurs besoins, leur façon de travailler, au-delà des programmes scolaires de l'éducation nationale. Mais cette problématique de l'intégration des usagers dans les équipements, elle se pose. Quand on parle donc ça nécessite d'être un architecte qui fait aussi plus attention à l'usage final et qui développe son écoute par rapport à l'usager final, ce qui n'est pas forcément
naturel chez tous les architectes, bien que de plus en plus. Dans le métier d'aménageur, l'intégration des habitants, c'est une condition essentielle également. Alors ça nécessite des formations et puis ça nécessite aussi du temps, parce que la concertation, ça nécessite d'être en confiance réciproque, en confiance entre les habitants envers l'aménageur ou la métropole ou la collectivité qui va porter des actions sur le territoire, et puis inversement, nous, par rapport à des habitants, où on va s'inscrire dans un schéma long de travail en commun et où on va apprendre chacun de part et d'autre, nous, aménageurs de l'usage du quartier et des habitants les pratiques de l'aménageur. Donc, quand on est je fais de très très nombreuses visites à la Duchère avec des étudiants. Ce qu'il est important d'expliquer à ces étudiants, c'est qu'il faut ne pas négliger les savoirs théoriques, mais il faut aussi savoir développer son travail d'équipe, son travail d'écoute et son travail dans le long terme, et ne pas croire que parce qu'on va tout joyeux présenter un projet qu'on trouve super, il sera très bien accepté par les habitants. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se construit dans le temps, ça se construit sur la base d'invariants, ça se construit sur la base de savoirs techniques, de savoir vulgariser des champs extrêmement complexes, de l'architecture, de la topographie, de la géographie, de nombreuses données, et ça s'inscrit dans le temps. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois être formé, être patient et savoir s'inscrire dans une relation de confiance. Et ça, c'est une grande nouveauté pour nos métiers d'aménageurs, me semble-t-il. Alors, on voit en vous écoutant qu'il y a du savoir-faire, il y a du savoir-être. Nous avons évoqué rapidement, bien sûr, mais l'heure tourne, la transition écologique, la ville intelligente, les questions de mobilité, les questions de concertation et de dialogue social. Abderrahmane, de votre point de vue d'universitaire, est-ce que vous voyez de nouvelles formations qui émergent, qui se mettent en place au service de l'intérêt général et des collectivités? Peut-être avez-vous des exemples dans différents pays de ce vaste monde qu'est la francophonie? C'est sûr qu'il y a de nouvelles exigences et de nouvelles compétences transversales, ce qui est appelé, si on respecte la francophonie, les soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences molles, mais qui sont indispensables pour que la personne aille au-delà du savoir-faire, du savoir-être, mais surtout du savoir-devenir, c'est-à-dire une agilité dans son cheminement et ne pas rester sur les acquis qu'il a eus pendant sa scolarité universitaire ou son travail de recherche, puisque on parle d'universitaire, et dire que c'est terminé. L'ingénieur doit être, de notre point de vue, il doit développer aussi des habiletés d'écoute. Comme disait Madame, tout de suite, là, l'usager doit être écouté, et ce n'est plus une question de spécialiste pointu, mais une question de plusieurs spécialistes qui se parlent et qui développent un concept. Le dialogue est indispensable entre la ville et l'université. Et les chercheurs en urbanisme, en architecture, etc., ils sont obligés d'écouter et la population, surtout les jeunes, mais aussi l'environnement, c'est-à-dire la ville, l'entreprise et tout le contexte qui les entoure. Donc, s'il y a un mot clé, c'est plus savoir, mais dialogue. Merci. Pour ce qui vous concerne, Dany, vous trouvez, c'est entre guillemets ces perles rares parmi les talents que vous rencontrez, que vous sourcez? C'est un peu dur à répondre parce que je dirais que juste à la ville de Montréal, on en a, mais on en embauche environ 400 par année. Fait que oui, on en trouve des perles parmi ces gens-là, mais c'est difficile de tirer des constats globaux. Là. Ce que je pourrais ajouter, c'est que justement, il y a un mindset différent dans la tête des employeurs qui doivent prendre place.
c'est que longtemps, on a cherché chez un même individu à développer des compétences, oui, de savoir-être, au-delà des compétences du savoir-faire. Il faut penser à développer des compétences organisationnelles et des compétences d'équipe. Donc, il faut penser à la complémentarité des compétences. Quelqu'un parlait de transversalité, mais c'est presque un défi insurmontable de penser que chacun sera ingénieur, sera très précis dans son expertise. Excusez, il y a un portable devant. Donc, je pense de plus en plus, il faut amener nos gestionnaires qui recrutent à réfléchir à la complémentarité des équipes. Donc, pour aller chercher toutes les compétences dont on a besoin, instaurer ce dialogue-là, mais il y a quelque chose d'un petit peu idéaliste à penser qu'on pourra développer chez un même individu l'ensemble des compétences de tout le groupe. Mais ça nous oblige à repenser les parcours de formation et parcours d'apprentissage qu'on offre en interne. Alors, je vais vous livrer une question du public un peu différente de ce cadre, mais qui est quand même, moi je trouve, qu'il complète. Les collectivités ont des modèles d'organisation du travail et des ressources humaines de plus en plus inspirés du privé. N'y a-t-il pas de la place, au contraire, pour des innovations que la contrainte de rentabilité empêche ailleurs? Autrement dit, dans le privé, la contrainte numéro 1 est d'être rentable. Dans le public, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, est-ce que ce n'est pas propice à inventer d'autres modèles de développement professionnel pour les individus? Enfin, je reformule la question telle que je la comprends. Si la personne veut s'exprimer, qu'elle le fasse. Et puis, j'avais aussi une autre question après. Elle a disparu de la tablette, mais je l'ai en mémoire, je la trouvais bien. Pierre. Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, et puis ça répondra en partie à la question, nous, depuis quelques années, on voit vraiment émerger, ça n'existait pas il y a quelques temps, le développement de toutes les approches par le design. C'est-à-dire des logiques d'immersion, de coopération, de prototypage, d'essais-erreurs, etc. Et c'est vrai que la compétence, d'avoir des compétences pour faire coopérer des spécialistes, elle se développe. Alors ça, on ne va pas forcément le développer en interne, on va aussi le chercher chez des prestataires. Donc il y a plein de jeunes qui sortent d'écoles de design, des produits, etc., qui se mettent à faire du design de politique publique, ils appellent ça comme ça, on fait l'innovation. Nous, on le fait beaucoup, on le développe en interne, on va aussi chercher des prestataires, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont un petit peu nouvelles. Et là où ça ne marche plus, c'est quand justement la personne qui porte ce type de méthodologie devient elle-même la super sachante et qui va dire « ma méthode va résoudre votre problème ». Donc cette tension entre le savoir expert, le savoir-faire des compétences, c'est pas non plus substituer une compétence de savoir faire dialoguer des compétences à une compétence experte. Je sais pas si je suis clair, mais je sais que dans les postures qu'on a avec nos prestataires, dans nos démarches, etc., dès lors que les personnes qui sont là en accompagnement, en émergence, en coopération, se mettent en posture de driver finalement les autres, ça ne marche plus. Et là, c'est au-delà des soft skills, c'est vraiment le rapport à son expertise. Alors, je vais solliciter... Donc, ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme démarche. Et bah, du coup, vous m'avez coupé par rapport à la question. C'était quoi la question déjà? Ça, c'était en complément. Les collectivités ont les modèles d'organisation du travail de plus en plus inspirés du privé, en disant, n'y a-t-il pas de la place, au contraire, pour des innovations, parce que, voilà, que l'absence que la non-contrainte de rentabilité pourrait permettre. Alors, je pense qu'il faut... Ça, c'est un peu un fantasme. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période, effectivement, où on a subi la mode du New Public Management, où il fallait faire des objectifs contractualisés avec des tableaux de bord, etc. Bon, des trucs très descendants. C'est encore présent, c'est un petit peu passé de mode. Par contre, et là, pour le coup, faut pas confondre rentabilité et une forme d'efficacité et de retour sur investissement. Le problème, c'est que vous êtes en termes de rentabilité, ça veut dire, voilà, je mets 100, je veux gagner 150. Le problème, nous, c'est plus de dire je vais mettre 100, je vais gagner 150, c'est j'ai 80 à mettre. Est-ce que sur ces 80, je peux en mettre 75 pour en mettre 5 sur autre chose? Donc, la logique, elle n'est pas dans une logique de rentabilité, peut-être qu'il y a une connotation péjorative, un petit peu mercantile, mais on a quand même une obligation de résultat en termes d'efficience de l'action publique. Ça veut dire mettre les moyens à un bon niveau par rapport à un résultat attendu. Et
Voilà, alors c'est vrai que en même temps, on peut avoir, sur certains sujets, mais pas sur tous, une certaine forme de confort, parce qu'une politique publique, c'est une politique du temps long. Donc je pense que le rapport, c'est pas tant un rapport de rentabilité ou d'efficience, parce qu'il y a plein de startups qui sont absolument pas rentables, qui sont dans le design thinking, qui sont dans l'innovation, et en fait, ils perdent un fric monstre. Donc il n'y a aucune rentabilité, parce que le taux de mortalité des startups est absolument monstrueux, c'est des investissements qui partent très très vite, ça va à toute vitesse. Donc j'ai envie de dire, cette idéologie-là de la rentabilité du privé, elle est fausse en fait, il y a une prise de risque qui est majeure. Par contre, on a tous la même contrainte d'efficience, de recherche d'efficience, d'efficacité, mais aussi d'efficacité à un juste coût. Notre seul avantage, c'est qu'on peut y mettre un sens collectif et qu'on peut avoir parfois, je dis bien parfois, un travail sur le temps long, ce qui n'est pas forcément effectivement le temps dont dispose, parce qu'on a une sécurité financière quelque part, des acteurs privés. Merci. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, et je vais solliciter le témoignage d'Audrey Delalloy qui justement est dans une société d'économie mixte et qui peut nous avoir des réactions et un témoignage par rapport à tout ce que nous échangeons en ce moment. Je partage vraiment cette idée de l'efficience et on a peut-être 100, mais si on fait avec 80 et qu'en fait on réussit à faire 75 et que les 5 on les met ailleurs, j'aime beaucoup ce jeu de vase communicant parce que je crois que c'est l'enjeu qu'on doit tenir tous et l'objectif qu'on doit avoir de cette économie des moyens, des ressources, du foncier quand nous on est aménageurs. Enfin, c'est une logique assez générique à nos métiers. La CERL s'appuie pour répondre à cela, à cette efficience sur une organisation un peu particulière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une entreprise, donc il y a malgré tout cette notion de la rentabilité, si on prend des gros mots. Néanmoins, on a trouvé un mode d'organisation qui permet de répondre à ces enjeux de rentabilité en ayant 70 agents en tout à la CERL et que 3 directeurs. Donc on a une organisation hiérarchique extrêmement faible, on a 3 directeurs et puis en dessous il y a des directions avec des gens qui sont au même niveau sans relation hiérarchique et qui favorisent le projet et l'organisation en mode projet. Donc ça veut dire qu'on n'est plus sur, on est sur un focus et une orientation de chacun des agents sur les projets et la meilleure façon de faire les projets ensemble. Et cette absence de hiérarchie favorise cette transversalité puisque pour réussir nos projets, on est tous obligés de partager et comme on n'a pas de lien hiérarchique, on partage encore plus. Et ça, c'est un cadre d'organisation qu'on nous copie beaucoup dans le cadre des SEM et d'autres entreprises publiques locales parce qu'on a vu que ça pouvait permettre à la fois aux chefs de projet d'être opérationnels, à la fois dans une visée de développement puisque l'intérêt c'est de développer l'entreprise ensemble et puis à la fois dans des visées de prospective pour se donner un avenir puisque la structure est souple et permet de réfléchir à des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé si on était inscrit dans une hiérarchie un peu trop rigide. Donc je crois que l'organisation de nos services concourt aussi, en plus des compétences qu'on peut y mettre, à la réussite de l'ensemble de nos projets. Merci. Comme le temps passe, il est midi 25, 18h25 ici. Il y a une question qui avait été posée sur la tablette, elle a disparu, mais je la trouvais pertinente. C'était la suivante. Travailler en collectivité, pour un technicien, c'est souvent devoir s'effacer derrière les élus politiques. Autrement dit, je traduis, ce n'était pas écrit comme ça, mais c'est un travail, il y a une dimension ingrate dans ce travail. Qu'en pensez-vous? Puis ensuite, je vous poserai une question à tous, et je vous demanderai à chacun de répondre très brièvement, compte tenu du temps qui nous reste. Alors, est-ce que voilà, le rapport éternel entre élus et techniciens experts, qu'en pensez-vous, notamment peut-être Pierre, José, Dany, qui travaillaient justement dans les collectivités? C'est une vraie question? Ou ça n'a pas l'air de vous inspirer plus que ça? C'est-à-dire que je dirais qu'à quelque part, on est tous gouvernés par un président d'entreprise, un gestionnaire. Bon, nos élus, ils ont cette caractéristique justement d'être élus par nos citoyens, mais ils ont... Enfin, l'administration actuelle de la Ville de Montréal a certainement une vision inspirante pour plusieurs de nos jeunes. Maintenant, est-ce que les priorités changent? Ils tentent de nous donner une vision à long terme. Désolée, je ne rejoins pas vraiment ce commentaire-là. Ouais, j'ai peut-être... pardon. Ouais, donc moi, je comprends tout à fait cette réaction, parce que c'est vrai que
il y a un travail de terrain qui est fait, mais pour l'inauguration, pour la prise de parole en public, il y a une revue de presse, c'est l'élu qui va parler. Parce que l'élu, il représente finalement la collectivité. Il porte une politique publique, donc même si vous le voyez pour lui faire un point d'avancement de vos dossiers, c'est vrai que sur les services ressources c'est un peu différent parce qu'il y a une dimension gestion, même les élus, généralement les élus finalement aux ressources humaines, vous avez des élus sur les gestions, etc., c'est pas les plus exposés. Sur l'urbanisme, il y a même une concurrence de représentation, donc on laisse les élus entre le maire, le président de la métropole, chacun il va avec son discours, chacun va parler du projet, va dire ce qu'il met derrière quand il soutient le projet, et c'est vrai que ça peut effacer le travail technique. Pour autant, qui est extrêmement valorisant, c'est aussi le travail de terrain qu'on peut faire, c'est-à-dire que finalement avoir sa tête dans la une du quotidien régional, généralement c'est pas très bon signe en fait. Vaut mieux l'avoir dans les réunions publiques avec les habitants qu'on fait un projet d'aménagement. Il y a un travail de terrain qui est extrêmement valorisant et qui pour moi, dans la plupart des cas, enfin moi que j'ai fait un peu d'urbanisme, occultait ce travail de mise en avant. Enfin, après, cette vision-là, elle est presque un petit peu passéiste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, on est dans des modèles d'organisation beaucoup plus horizontaux, beaucoup plus coopératifs, et vouloir que sa trombine apparaisse sur la une du truc, quoi. Je veux dire, là, il y a une vraie contradiction. On ne peut pas être dans la réalisation personnelle, la coopération, l'horizontalité, la compétition, enfin une forme de compétition interne entre un designer, un architecte, un sociologue pour dire c'est quoi le projet urbain, c'est quoi notre petit public, un data scientist, un porteur de start-up pour dire c'est quoi notre application de demain, comment on le travaille, comment je fais du travail social aussi sur le terrain, etc., comment je partage des responsabilités, une charge. Donc vouloir travailler plus collectif parce qu'on ne peut plus travailler tout seul et se dire ah, je ne suis pas reconnu dans mon travail parce que je ne suis pas tout seul sur la photo. Donc pour moi, il y a une vraie contradiction là-dedans. Alors, il est 18h29, midi 29. Peut-être chacun de vous, en un mot, vous m'oubliez moi et vous vous dites qu'en face de vous, vous avez un jeune homme de 18 ans. Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il ait envie de s'engager à vos côtés dans une collectivité ? Ne vous battez pas. Peut-être une idée. Non, mais très brièvement, souvent, parce qu'il nous reste une minute pour très brièvement, 6. C'est plutôt si j'ai quelqu'un qui vient dans mon équipe, j'ai pas envie de lui dire toi tu vas faire ça. Je veux dire viens, on a des trucs à faire ensemble. Merci. José. Dany. Oui, alors il y a des défis incroyables qu'offre notre municipalité. Montréal, c'est tout un monde. Il y a 1001 projets et pas simplement une carrière linéaire. Il y a possibilité d'avoir plusieurs carrières au sein de la ville. Oui. Un jeune de 18 ans qui vient à l'université, je lui conseillerais de s'inscrire dans les clubs étudiants. Merci. Je dirais méditer. Je dirais aux jeunes, viens nous aider à faire un milieu de vie plus beau, plus sain, plus agréable pour les citoyens. Mesdames. Moi, je dirais que la formation, ça dure toute la vie, qu'il ne faut pas s'arrêter à la formation initiale. Et ce que vous disiez, Pierre, sur les belles rencontres professionnelles, il faut les susciter, il faut y aller, il faut susciter ces belles rencontres qui font aussi évoluer dans une carrière. Et il faut être ouvert à ça, à ces rencontres-là professionnelles. Frédéric, et ce sera le mot de la fin. Merci. Moi, je dirais que pour travailler dans les quartiers en politique de la ville, il faut vraiment garder le sens de ce qu'on fait et avoir envie de travailler auprès des habitants et pour les habitants. Sinon, ce n'est pas la peine. Merci à tous. Pour vous qui êtes au Québec, je vous souhaite d'excellents entretiens Jacques Cartier. Et pour vous qui êtes à Lyon, d'excellentes journées de l'économie. Merci à l'Agence universitaire de la francophonie. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.